Comme le dragon de la prophétie, cet épisode a 3 têtes, alors si vous voulez tout savoir sur les prophéties les plus importantes que sont celles du prince promis et d'Azor Ahai, restez avec moi, on est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle, et on se retrouve pour la partie finale de cet épisode sur les prophéties. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premières parties, je vous invite très fortement à aller les voir dès maintenant, et on va pouvoir reprendre exactement là où on s'était quitté. Il nous reste maintenant 2 prophéties à étudier, et ça va être assez tricky pour moi de les dissocier, tant ces 2 légendes se recoupent en certains points, mais ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on va commencer par la prophétie centrale de la saga, celle qui donne son nom à l'œuvre entière de George R. R. Martin, la prophétie du prince promis. Il s'agit d'une très lointaine prophétie, dont on ne connaît pas très bien l'origine, mais elle semble être très fortement associée à la maison Targaryen. Cette prophétie laisse donc présager du retour d'un élu, d'un héros venant sauver le monde des ténèbres qui viennent s'abattre sur lui. Cette légende a un nom, vous l'aurez compris, elle s'appelle A Song of Ice and Fire. La chanson du titre est d'ailleurs plus à prendre au sens médiéval du terme, donc comme une chanson de geste par exemple, donc c'est-à-dire un poème épique, un récit légendaire, dont l'exemple classique qui nous est parvenu aujourd'hui est la chanson de Roland. Cette prophétie, un peu obscure, nous est détaillée par certains indices. Le retour de ce héros doit être annoncé par une étoile sanglante, donc si on prend ça au sens propre, c'est une comète, un astre brillant dans le ciel, dont la queue fait office de saignement. Ce héros est également supposé renaître dans la fumée et le sel, et finalement, et on en parlait dans l'analyse de l'épisode 2 de la saison 8, une sorcière des bois annonça à la cour du roi Aegon V que ce prince promis serait issu de la lignée de Aerys et Rhaella, donc les 2 enfants du prince héritier Jaehaerys. Apprenant ça, le futur Jaehaerys II décida de les marier de la même manière qu'il l'avait fait lui-même avec sa sœur, nous donnant un joli arbre généalogique qui se résume à un tronc. Et ces 3 points sont à peu près tout ce qu'on sait clairement de cette prophétie, mais c'est largement suffisant pour nous donner des indications quant à son identité. Et le candidat tout naturel pour cette prophétie a longtemps été Rhaegar Targaryen. Toute sa vie, il a d'ailleurs été obsédé par celle-ci et par toute la symbolique associée à sa famille. Une partie de ses contemporains, notamment ses proches comme Maester Aemon, était également convaincu de la destinée héroïque du prince. Rhaegar est en effet le premier fils de Aerys II et de sa sœur Rhaella, alors qu'il venait d'être annoncé seulement quelques années auparavant que l'élu proviendrait de leur lignée. Par ailleurs, le prince de Dragonstone, dont la titulature rappelle bien sûr cette légende, respecte bien une venue dans la fumée et le sel, puisqu'il naquit lors de la tragédie de Summerhall. Et là, je suis obligé de faire un aparté là-dessus parce que c'est un événement qui est quand même assez important. La tragédie de Summerhall, c'est un événement donc déterminant dans l'histoire de la dynastie Targaryen qui intervient en 259, donc je vous le rappelle 39 ans avant le début de la saga. Summerhall, donc c'était un palais royal, la résidence d'été des monarques Targaryens depuis près d'un siècle, situé dans les Stormlands, au pied des montagnes rouges. Et pour fêter l'arrivée prochaine de Rhaegar, son arrière-grand-père, le roi Aegon V, organisa des célébrations avec ses proches dans ce domaine. Au cours des festivités, la famille royale et ses proches, étant très portés sur tout ce qui est occulte et la destinée de la maison, tenta de faire éclore des œufs de dragon pétrifiés dans le but de réaffirmer la puissance ancestrale de la famille. Malgré les mises en garde du septon du roi, ils tentèrent, à l'aide de maîtres pyromanciens et de bonnes doses de wildfire, d'en ramener 7 à la vie. Malheureusement, cette tentative tourna à la tragédie quand le palais prit feu, emportant avec lui, entre autres, le roi Aegon V, son fils Duncan et le Lord Commander de la Kingsguard, Sir Duncan le Grand. Cet événement a bien sûr eu un fort retentissement dans tout le royaume et chez les personnes présentes, et selon moi, cette tragédie pourrait également avoir eu un impact sur la santé mentale du futur roi Aerys II et sur sa fascination par le feu.
il n'a jamais été spécialement mentionné qu'Eris était présent, mais étant donné que sa femme enceinte de 9 mois et sa famille proche y étaient pour des célébrations en l'honneur de son futur fils, ce serait logique qu'il en soit rescapé. En plus de ça, cet incident me rappelle fortement celui du bal des Ardents, qui intervient en 1396 à Paris. Pour faire court, en gros, dans le but d'amuser la galerie, le roi et 5 nobles entrent déguisés en sauvages à une fête, portant des habits de lin recouverts de plumes et de poils fixés par de la poix. Manque de bol, le frère du roi y débarque avec une torche, sauf que la poix et le lin c'est super inflammable, et que tout leur crew s'est mis à enflammer le dance floor assez littéralement. Des 6 camarades, seul le roi et un de ses compagnons survivent. Ce roi, qui avait déjà une santé mentale assez fragile et qui était sujet à des accès de folie, va complètement vriller après cet incident, et il restera dans l'histoire comme Charles VI le fou. Donc vous voyez où je veux en venir quand je dis que la tragédie de Summerhall peut être responsable quelque part de la folie de Aerys II, parce que historiquement, donc ça aurait du sens, ça aurait un lien. Et donc c'est dans ce contexte que naît Rhaegar Targaryen, car oui, c'est bien de ça qu'on parle à la base, et son rapport à la prophétie du prince promis, c'est bon, vous y êtes. Il est donc considéré par des membres de la cour, et par Rhaegar lui-même, qu'il est l'élu de la prophétie, né donc dans la fumée et le sel, la fumée représentant les flammes dévastant le palais, et le sel étant celui des larmes versées par les survivants. Rhaegar a toujours été un jeune homme très sensible, avec une fascination pour les ruines noircies de son lieu de naissance, où il se rendait souvent pour y dormir à la belle étoile, en composant des chansons tristes et mélancoliques. Cet aspect lyrique a une place très importante dans la personnalité du prince, ses chansons et sa harpe rappelant bien sûr LA chanson de la glace et du feu. Et il était réputé pour être un grand poète et musicien, mais justement, un jour, il découvre quelque chose dans un parchemin, et décide donc de devenir un guerrier car c'est sa destinée. On comprend qu'il a probablement lu cette prophétie et s'est reconnu en son héros. Il a donc toujours été orienté vers cet aspect symbolique, et c'est pourquoi il décide d'avoir 3 enfants et de les nommer des prénoms de ses illustres prédécesseurs, à commencer par Rhaenys et Aegon, comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode. Cependant, avec l'âge, il devient petit à petit persuadé que le prince promis ne s'agit pas de lui, mais en réalité de son fils Aegon, et c'est bien de ça que Rhaegar parle dans la vision que je vous présentais dans la première partie. Aegon est bien entendu issu de la lignée d'Aerys, et il est né à Dragonstone, l'île et siège ancestral de sa maison. C'est une île volcanique qui est très liée au dragon, Le volcan central de l'île s'appelle littéralement Dragonmont, donc la montagne du dragon, et c'est situé au milieu de l'océan, ce qui nous fournit d'une part la fumée volcanique et le sel marin de la légende. Mais ce qui convainc réellement Rhaegar, c'est qu'une comète a pu être aperçue dans le ciel le jour de la conception de son fils, rappelant l'étoile sanglante du présage. Malheureusement, Aegon comme son père décède pendant la rébellion de Robert, ce qui met un terme à leur affiliation au prince de la prophétie. Ou peut-être pas, parce que vous devez le savoir à présent, mais le supposé Aegon aurait survécu et débarque à Westeros dans le livre 5, A Dance with Dragons. Si son identité est vérifiée, ce qui est loin d'être le cas, il pourrait peut-être revêtir ce rôle puisqu'il valide tous les prérequis comme on vient de le voir. Une autre candidate au rôle de prince promis est Daenerys Targaryen. Pour la lignée d'Aerys II, je pense que j'ai pas besoin de détailler plus que ça, elle est leur 3e enfant. Pour ce qui est d'une naissance dans le sel et la fumée, on peut y voir un double sens. Premièrement, de la même manière qu'Aegon dont on vient de parler à l'instant, elle naît sur l'île de Dragonstone, donc au milieu de la fumée d'un volcan et du sel de la mer. Mais plus encore, l'acte fondateur, la réelle naissance quelque part de Daenerys en tant que Targaryen intervient sur le bûcher funéraire de Khal Drogo quand elle prend vraiment conscience de son héritage et qu'elle donne naissance à 3 dragons. C'est un feu pour la vie, comme on l'a vu dans la première partie, et cette renaissance est donc effectuée dans la fumée du bûcher. C'est d'ailleurs exactement après cet événement qu'apparaît dans le ciel une comète rouge qui serait l'étoile sanglante de la prophétie. En apprenant la nouvelle, Maester Aemon, qui avait été convaincu de l'identité du prince par le passé, se rend lui-même compte que c'est Dany et qu'elle l'a toujours été, en affirmant, de la même manière que ce qu'on a vu pour le Valonqar, qu'en fait le terme de prince n'avait pas de genre en valyrien et pouvait référer plutôt à une princesse.
Je vous disais plutôt que la prophétie du grand étalon employait le terme de prince, et ben on pourrait peut-être y voir donc un lien avec ce prince promis dans le personnage de Dany. Finalement, il reste un dernier personnage qui pourrait être cet élu, un personnage qui au premier abord n'aurait rien à voir avec cette prophétie, et il s'agit, vous l'aurez deviné, de Jon Snow. Étant donné tout ce qu'on a pu dire jusque-là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus longuement les raisons pour lesquelles il a été théorisé que Jon n'était non pas le fils de Ned Stark, mais de sa sœur Lyanna et de Rhaegar Targaryen. Quoi qu'il en soit, ce fameux R plus L égale J inscrirait Jon dans la lignée d'Aerys II, remplissant cette condition. D'ailleurs, historiquement parlant, une alliance entre Stark et Targaryen avait déjà été conclue durant la danse des dragons, portant le nom de Pacte de la glace et du feu, rappelant bien sûr le nom de cette prophétie. On comprend donc ce lien qui peut exister entre cette légende et une union de ces deux familles en la personne de Jon. Alors si on part de ce principe, il nous reste à trouver une étoile sanglante et de la fumée et du sel. Pour l'étoile, elle est assez subtile. Si on considère que Jon est bien né de Lyanna dans la Tower of Joy à la fin de la rébellion, ça veut dire que lors de sa naissance, Eddard Stark avait en sa possession Dawn, l'épée ancestrale de la maison Dayne, dont se servait Sir Arthur Dayne pour protéger la tour avec deux autres membres de la Kingsguard. Alors ça on le sait, parce qu'il est dit que Ned est allé rendre cette épée à la sœur d'Arthur après les événements, qui est au passage facile une de mes parties préférées du premier livre, que ce soit dans les dialogues, mais dans son importance, qu'on peut déjà percevoir, mais sans tout à fait la saisir réellement. Et pour comprendre l'importance de la présence de cette épée, il faut remonter à l'origine de la maison Dayne. Son fondateur avait suivi la chute d'une météorite et bâti le siège familial à l'endroit de son impact, Starfall. Avec le cœur de la pierre ainsi trouvé, l'épée de la maison, Dawn, fut forgée. L'importance de la thématique de l'étoile est prépondérante pour la maison Dayne, de par son origine, et dans le nom de son siège, et dans celui de cette épée, qui signifie aube en français, et rappelle donc le lever du soleil. On peut également la retrouver dans le nom de son détenteur, l'épée du matin, ce qui rappelle donc le surnom de Vénus, l'étoile du matin, ainsi que dans les armes de la famille. La présence de cette épée ensanglantée par le combat qui vient d'avoir lieu, lors de la naissance de Jon, nous donnerait donc la symbolique de l'étoile sanglante annonçant le retour de l'élu. En plus de ça, la phrase prononcée constamment par Lyanna à Ned est « Promets-moi », ce qui ramène Jon au sens littéral du prince promis. Pour ce qui est des autres critères prophétiques, lors de l'assassinat de Jon par ses frères à Castle Black, Bowen Marsh pleure en le poignardant et ses plaies fument à cause de l'écart de température. Si Jon est ressuscité pour accomplir la prophétie, on aurait alors la fumée et le sel des larmes. D'ailleurs au passage, au-dessus de son cadavre sont suspendues les armoiries maculées de sang d'un chevalier qui s'appelle Sir Patrick de King's Mountain, qui vient de se faire tuer par un géant. Et ces armoiries, elles représentent quoi? Elles représentent une étoile bleue sur fond blanc, ce qui nous permet une nouvelle fois d'avoir la symbolique de l'étoile ensanglantée pour le retour de Jon. D'ailleurs pour la petite histoire, George R.R. Martin a rajouté ce personnage, là, Patrick, à la suite d'un pari qu'il avait eu avec un ami de Montréal qui s'appelle Patrick. Et en fait, leur pari, c'était que si les Dallas Cowboys finissaient devant les New York Giants, il inclurait ce personnage dont les armes sont les mêmes que celles des Cowboys, se faisant tuer par un géant. On en a donc terminé pour cette prophétie du prince promis, si importante qu'elle a laissé son nom à l'œuvre, et on va pouvoir terminer cet épisode sur une dernière prophétie, celle d'Azor Ahai, et vous allez voir qu'elle partage un certain nombre de similarités avec celle qu'on vient de voir. Et cette légende d'Azor Ahai, donc, c'est une légende Essosi qui est liée au culte de Hlor, le Lord of Light, dont vous avez tous déjà entendu parler. C'est important de rappeler que cette religion est basée sur la croyance en deux dieux, l'un donc nommé Hlor, qui représente la lumière, les flammes et la vie, et son antagoniste, surnommé le Grand Autre, symbolisant les ténèbres, le froid et la mort. Et ces deux entités sont en conflit perpétuel pour le contrôle du monde. D'ailleurs, les flammes ont une importance capitale dans ce culte, puisqu'en plus de symboliser donc, le bien et la lumière, elles servent de talkie-walkie entre les prêtres et leurs dieux au travers de visions. Pour vous donner un exemple, quand Mélisandre conseille au roi Stannis Baratheon d'affronter son frère Renly
devant les murs de Storm's End, elle lui dit qu'elle a vu dans les flammes deux avenirs. L'un où il se fait vaincre par Renly devant King's Landing, et l'autre où il le confronte à la capitale des Stormlands, le tue et récupère ses troupes. En réalité, ces deux visions se réalisent, puisque Stannis assassine bien Renly à Storm's End, mais lors de la bataille de la Blackwater, son armée est mise en déroute par Garland Tyrell, le fils cadet de Mace Tyrell, portant l'armure de Renly. Mais pour revenir à la légende, elle raconte quoi? Elle raconte l'histoire d'un héros légendaire du nom d'Azor Ahai, qui vécut pendant une période où les ténèbres se répandaient sur le monde. Azor Ahai décida de les combattre et dut pour cela se forger une épée. Une épée de chevalier, ça ne se fabrique pas en un jour. Durant 30 jours et 30 nuits, il travailla sans relâche, mais lors de la trempe, la lame se brisa. On le trempe et plouf. Sans perdre d'abnégation, il travailla 50 jours et 50 nuits cette fois pour confectionner une épée plus résistante encore que la première. Pour la trempe, il captura cette fois un lion et plongea la lame dans son cœur, qui hélas se brisa une seconde fois. Il se remit à l'ouvrage une dernière fois, le cœur lourd, sachant le choix qui allait s'imposer à lui, et après 100 jours et 100 nuits de travail acharné, il appela sa femme Nissa Nissa, lui demanda de découvrir sa poitrine et enfonça la lame dans son cœur encore palpitant, la combinant à l'âme de sa compagne pour créer l'épée des héros, Lightbringer. Armé de cette épée maintenant enflammée, il est dit qu'il put combattre le mal et en libérer le monde. Quand le froid et les ténèbres viendront pour s'emparer du monde après un long été, R'hllor enverra une nouvelle fois son champion pour défendre le bien. On peut déjà voir une première similitude entre Azor Ahai et le Prince Promis, deux récits légendaires annonçant le retour d'un héros dont la destinée est de sauver le monde du mal. Bien entendu, même si ça n'est pas explicité clairement, il est facile de déduire que le mythe d'Azor Ahai remonte à la longue nuit, quand un hiver durant plusieurs générations s'était abattu sur le monde et que les hordes de White Walkers accompagnés de leur armée des morts ravageaient le territoire des hommes. Le champ lexical utilisé par les adeptes de R'hllor est en effet fortement lié à ça, avec des thèmes comme la nuit, les vents froids, la mort, etc. D'ailleurs, le dieu du mal est nommé Grand Autre, ce qui est une référence directe puisque dans les livres, les White Walkers sont nommés simplement les Autres. On peut y trouver là encore un deuxième lien avec la prophétie de la glace et du feu, puisque la glace et le feu semblent représenter ces deux entités en lutte perpétuelle. Le plus long été de Mémoire d'Homme touchant à sa fin, les prêtres de ce culte, appelés prêtres rouges, sont en quête du héros destiné à sauver les hommes. C'est le cas de Mélisandre d'Ashai, qui débarque en 299 sur l'île de Dragonstone, afin de mener celui qu'elle considère l'élu, Stannis Baratheon. In the ancient books it's written that a warrior will draw a burning sword from the fire. And that sword shall be Lightbringer. Mélisandre nous apprend plus de détails sur les différents éléments annonciateurs du retour d'Azor Ahai, et elle mentionne particulièrement, elle aussi, une renaissance dans la fumée et le sel, ainsi que la présence d'une étoile rouge. After the long summer, darkness will fall heavy on the world. Stars will bleed. C'est donc pour ça qu'elle se rend à Dragonstone après l'apparition de la comète rouge, parce que donc on a déjà vu pourquoi cette île avait un lien avec la fumée et le sel. La prêtresse est fondamentalement convaincue que Stannis est la réincarnation de Azor Ahai. Elle organise alors une cérémonie de crémation des idoles, où les hommes de Stannis brûlent les effigies des Seven, et Stannis tire une épée enflammée de celle de la Vierge, qui est une des 7 figures, représentant donc la scène d'Azor Ahai et de sa compagne Nissa Nissa. Cette symbolique de l'épée enflammée est d'ailleurs très présente chez les adeptes du Lord of Light. L'exemple le plus célèbre est très sûrement celui de Thoros of Myr, qui enflamme souvent son épée avec du wildfire avant les combats, notamment pendant le siège de Pike lors de la rébellion des Greyjoy où il mena l'assaut. Cependant, Maester Aemon remarque que celle de Stannis, bien qu'enflammée, ne dégage aucune chaleur, ce qui est contraire à la description de Lightbringer dans la légende. On peut alors conclure que Stannis n'est probablement pas Azor Ahai réincarné, ce qui me ferait quand même très mal au cul, tellement ce personnage a la classe, le sens du devoir et de la justice, bref c'est de loin mon perso préféré, et un jour je vous ferai un épisode spécial pour Stannis, parce que c'est vraiment le sang ce mec, c'est le vrai roi légitime des Seven Kingdoms, bref c'est mon gars sûr. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce que l'on sait de cette prophétie, les candidats pour l'accomplir sont sensiblement les mêmes que pour celle du Prince Promis, puisqu'elle semble avoir la même origine, seulement développée dans des cultures différentes.
l'une provenant d'Ashai et l'autre de Valyria. D'ailleurs, le mythe d'Azor Ahai est également répandu à travers d'autres civilisations d'Essos, mais sous des noms différents, ce qui confirmerait cette supposition. Mélisandre elle-même d'ailleurs utilise parfois l'expression de prince à la place de Azor Ahai. Ce que l'on peut ajouter en revanche, c'est que Jon et Dany semblent suivre une destinée semblable à Azor Ahai, étant donné qu'ils ont tous deux donné la mort, directement ou indirectement, à la personne qu'ils aimaient. Mélisandre ajoute également que le héros du présage reviendrait en réveillant des dragons de pierre, ce qui rappelle bien entendu l'éclosion des dragons de Dany, dont les œufs étaient supposés pétrifiés, donc en pierre. L'arme enflammée de Dany ne serait alors pas une épée, mais le souffle de ses dragons. Quant à Jon, une renaissance comme élu aurait également du sens, puisqu'il a choisi de vouer sa vie à la Night's Watch, qui je vous le rappelle est un ordre qui a justement été fondé au terme de la Longue Nuit, après la victoire lors de la bataille de l'Aube sur les morts. Et le nom de l'épée faisant office d'étoile présente lors de la naissance de Jon, dont on a parlé juste avant, est à ce titre très évocateur, puisqu'elle s'appelle Dawn, c'est-à-dire aube, ce qui donc nous fait un parallèle direct avec la bataille de l'Aube. Il se pourrait également que Jon soit en fin de compte la personnification de Lightbringer, donc de l'arme d'Azor Ahai. Rhaegar serait le premier essai qui se brise dans l'eau, donc l'eau de la rivière Trident. Son fils Aegon pourrait être le second essai, rompu par le lion, puisqu'il est officiellement assassiné par les troupes de Tywin Lannister lors du sac de King's Landing. Et Jon en serait l'aboutissement, Rhaegar ayant plongé son épée dans Lyanna, au sens figuré, qui trouve la mort en donnant naissance à cette arme, Jon. On va en rester là pour ce très long épisode sur les rêves, les visions et les prophéties. Et si vous trouvez que c'est assez complexe et que les théoriciens essayent de raccorder un peu tout et n'importe quoi aux données qui nous sont fournies, et ben en fait vous n'avez pas totalement tort, mais George R. R. Martin lui-même s'amuse à laisser des éléments qui pourraient coïncider avec les présages pour une variété de personnages différents. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire c'est que les prophéties ont indéniablement une place cruciale dans cet univers et servent de réel fil rouge à l'évolution de la trame. Et même si certaines d'entre elles ont été laissées de côté dans la série, elles y gardent quand même une importance capitale, puisque les personnalités des personnages sur lesquels s'appuie la série, elles, en sont affectées. Mais les prophéties sont également à double tranchant, car comme nous le montre l'exemple de Mélisandre, trop s'y fier peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et je vais donc vous laisser sur cette citation de Tyrion, qui, comme très souvent, a le mot juste. Les prophéties sont comme des mules à moitié entraînées. Il semble qu'elles vont vous être utiles, mais au moment où vous y placez votre confiance, elles vous mettent un coup de pied dans la tronche. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos. Comme toujours, n'hésitez pas à échanger et à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on va se retrouver très bientôt. J'ai pas mal de sujets sur lesquels j'ai vraiment hâte de travailler et de vous proposer. Et d'ici là, je vous dis Valar Morghulis et à la prochaine!